tous, bienvenue sur Sunugal Canal, bienvenue dans ce contenu. Aujourd'hui, on va parler du numérique. Donc, j'ai un invité spécial, un Sénégalais de la diaspora. Donc, dans cette playlist que j'appelle Talent Diaspora, j'invite des personnes qui sont issues de la diaspora, des Africains, des Sénégalais, du monde entier et qui sont dans la diaspora, qui développent des stratégies, qui développent des initiatives pour le contexte africain, pour le contexte sénégalais. Et aujourd'hui, j'ai un invité, il s'appelle Fallou Dia. Fallou, c'est un ingénieur en système d'information, donc c'est un informaticien, comme on dit basiquement dans notre langage commun. Et donc Fallou, aujourd'hui, il y a une entreprise qui s'appelle Touba Soft. N'hésitez pas surtout à aimer la vidéo et à la partager auprès de vous. Fallou, bonjour. Bonjour, Tu vas bien? je vais très bien et toi? Bien, merci. Alors, on va parler aujourd'hui de tout ce qui tourne autour du numérique. Donc, Mhm. on peut partout, enfin, tout ce qui tourne aussi autour de l'écononomie numérique, dans le D'accord, contexte africain, dans le contexte sénégalais. Donc, je exactement. rappelle que tu es, un Sénégalais qui vit aujourd'hui au Sénégal, mais qui a fait ses premières armes en France. Déjà, est-ce que tu peux Ex- revenir déjà sur ton parcours? Exactement. Je suis ingénieur en informatique et système d'information. J'ai commencé mon cursus à l'École polytechnique de Dakar sur une période de 2 années. Et après l'École polytechnique de Dakar, je me suis rendu à Bordeaux. Et c'est là-bas que j'ai fini mon cycle d'ingénieur en génie logiciel. Ma spécialité, c'est l'informatique, donc le génie logiciel. Et après ma formation d'ingénierie, j'ai pu travailler dans un certain nombre d'activités, toujours autour du numérique, mais avec des typologies de fonctions différentes. En premier lieu, j'ai eu à travailler dans le secteur du web tracking. Donc, le web tracking, si vous ne le savez pas, c'est quand vous allez Non, dans un site je Internet, ne sais pas, dis-moi. quand tu vas dans le site Internet pour commander des produits, et que vous annulez votre commande. C'est le serveur de web tracking qui va récupérer les produits que vous avez essayé de commander et ensuite va vous l'envoyer dans votre mail afin de vous obliger à racheter. Quand vous vous connectez sur Facebook et que vous parlez d'ordinateur, par exemple, c'est le serveur de web tracking qui va vous envoyer des images d'ordinateur pour vous inciter à acheter. Voilà, donc ça, c'était mon premier secteur d'activité sur lequel j'ai travaillé. Donc, c'était avec des solutions de OS Commerce. Et par la suite, je suis allé faire de la médiamétrie. Alors, la médiamétrie, c'est une frange de l'informatique qui s'applique aux médias, à savoir la gestion des encarts, la gestion des spots publicitaires. Par exemple, quand tu veux faire de la publicité au niveau de la France ou au niveau du Sénégal, quelles sont tes cibles, quels sont les critères. Ensuite, comment tu vas calculer le nombre de spots ayant suivi votre émission ou votre publicité pour voir si votre publicité a touché votre cible ou pas. C'était chez Espace TV. Donc, Espace TV est une société qui appartient au groupe Ipsos. Et j'ai travaillé pendant 2 ans dans ce secteur d'activité-là avec les médias, les régies de presse ainsi que les annonceurs. Ensuite, je suis allé chez Decra Automotive Solutions pour travailler dans le secteur de l'automobile à Bordeaux, là où j'ai fait mes premiers pas en France. Et après l'automobile, je me suis remis sur l'assurance. Alors, sur l'assurance, je suis resté pendant 2 ans et demi dans le secteur de l'assurance, la gestion des TNS. La gestion les TNS, c'est les travailleurs non salariés. On s'est D'accord. rendu Mais compte que toujours appliqué au monde de toujours l'informatique? appliqué au monde de l'informatique, exactement. Voilà, toujours D'accord. appliqué. Voilà. Je proposais des solutions informatiques qui permettaient de digitaliser le traitement de ces activités. Et après l'assurance, je suis retourné travailler dans le secteur de la finance de marché. Alors, la finance de marché, c'est plus vaste. Donc, ça concerne à la fois la gestion des actifs. Quand tu as des actions dans une société, tu veux le côté en bourse. On a mis en place une plateforme qui permettait de le faire, la plateforme Lutès. Et la gestion des obligations, les obligations, c'est quand un État effectue un contract, un prêt, que ce soit au niveau d'une banque ou d'un partenaire, la dette de l'État peut être saucissonnée en plusieurs encours et ces encours sont vendus au niveau des marchés financiers. L'UTS est une solution informatique qui permet de gérer des portefeuilles clients, qui permet aux clients qui ont des portefeuilles et des comptes dans des sociétés de gestion ou dans des banques d'investissement de pouvoir acheter des dettes d'État, les revendre, acheter des actions, les revendre, investir dans des OPCVM ou investir dans des options. Alors, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Ensuite, je suis retourné travailler à nouveau dans le secteur de l'assurance et aujourd'hui encore, je continue
à travailler avec Groupement en tant qu'indépendant dans le secteur de l'assurance, mais sur une approche beaucoup plus différente. Cette fois-ci, je gère à la fois tout ce qui est assurance de marchandises transportées, tout ce qui est assurance de parc, hein, de l'abri de machines, donc de parc, ou l'assurance des organisations. Quand tu souscris à une organisation, quand tu organises un événement, par exemple, vous allez souscrire à une assurance organisation. Cette assurance organisation va vous permettre, en cas de dégâts des eaux ou d'attentats ou de crise au sein de cette organisation-là, que vous puissiez être remboursé par votre assureur. Et aujourd'hui, je continue à faire ça. Donc, voilà un peu pour mon parcours. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du Sénégal, je me suis positionné dans le secteur de la digitalisation du système éducatif, parce que le système éducatif sénégalais est un système pratique. On va y revenir si tu me le permets. Voilà. On va y revenir. Mais ce que j'ai noté qui est très intéressant dans ton parcours, c'est que tu as fait un ensemble de boîtes aujourd'hui en France. Exactement. Et moi, j'ai l'habitude de demander aux personnes, parce qu'en fait, dans cette chaîne YouTube, je développe une playlist qui s'appelle Talent Diaspora. Ça veut dire que ce sont des Sénégalais qui sont aujourd'hui dans la diaspora et qui ont réussi. Et l'objectif, c'est de les montrer, comme ce que je suis en train de faire avec toi, et pour que ces personnes-là puissent servir de modèle et de référence à nos jeunes qui sont restés au Sénégal et en Afrique. Exactement. Mais qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette adaptabilité? Et la première chose, c'est la lecture. C'est-à-dire, quand on est dans le secteur des sciences appliquées, enfin, l'informatique, c'est une science appliquée. L'informatique en tant que telle n'a de sens que si on l'applique à un secteur d'activité. Quand vous êtes curieux et que vous voulez toujours découvrir de nouvelles choses et que vous lisiez, vous vous intéressez à la finance de marché, s'il y a un projet informatique qui concerne la finance de marché, vous pouvez réussir à intégrer ce projet parce qu'il faut, au-delà des connaissances techniques, avoir un petit peu de bagage sur ce secteur d'activité-là pour pouvoir y travailler. Pareil pour l'assurance, pareil dans le secteur de l'automobile. Il y a cela. Et il y a également un autre facteur, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de changer de métier. Okay. Et je connais des gens qui sont restés dans des boîtes pendant 10-15 ans, or que l'objectif pour moi, premier, quand on voyage à l'étranger et qu'on aspire à revenir au Sénégal, c'est d'acquérir le maximum de compétences dans des secteurs différents et variés, mais toujours dans le secteur de l'informatique, et de pouvoir ensuite, quand on sera au Sénégal, les mettre au service du développement du pays. Ça veut dire que pour toi, l'idéal, c'était certes de rester dans le domaine de l'informatique, mais tout en touchant un ensemble de secteurs d'activité, donc finance de marché, automobile, parce qu'en fin de compte, l'informatique, aujourd'hui, est appliquée en ensemble de domaines, quoi, dans le monde entier. Dans tous les secteurs d'activité. Et je vous rappelle que 51% de la population mondiale est connectée à Internet. Alors, 51% de la population mondiale, tu as des médecins, tu as des juristes, tu as des économistes, tu as tout. Ouais. Maintenant, dans ce tout, dans chaque portion de ce tout, tu as une frange des outils informatiques qui sont appliqués. Alors, si on pense que être informaticien, c'est travailler juste dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'assurance et y faire passer toute sa carrière, le problème, c'est que par la suite, on ne pourra pas avoir assez de recul dans le secteur de l'économie numérique pour pouvoir proposer des projets porteurs. Parce que quand tu as fait de l'assurance, de la finance de marché, de la médecine appliquée à l'informatique, de la pharmacie appliquée à l'informatique, c'est Johnson & Johnson. Une fois au Sénégal, tu auras assez de recul pour pouvoir proposer au secteur médical, au secteur de la pharmacie, au secteur des assurances, des projets qui vont répondre à leurs besoins. Voilà. C'est ça que sert la diversité des compétences dans ce corps de sciences appliquées. Alors, j'ai noté tout à l'heure dans la déclinaison de tes expériences professionnelles que tu es indépendant. Oui, je suis indépendant. Je suis indépendant depuis 2017. Depuis 2017. Et donc, indépendant dans le système, je veux dire, compte tenu du contexte français. Oui, en fait, le fait d'être indépendant, c'est d'avoir créé sa société, sa structure, que ce soit de l'EURL ou de la SASU ou de l'EIRL ou tout simplement un CRL. Et ensuite, de travailler directement avec le client final ou de passer par des sociétés de prestation de services qui vont vous proposer des projets à moins de 10% du chiffre d'affaires. Et comment ça se fait de passer du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat, de l'indépendance? Parce que si tu es indépendant, tu entreprends. Exactement.
Ouais, en fait, quand on est indépendant, on s'auto-paye, c'est-à-dire que je suis le patron de moi-même. Maintenant, dans cette perspective d'indépendance, la première chose à faire, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Quelles sont tes compétences? Est-ce que tes compétences te permettent de travailler sur des secteurs d'activité différents et variés? Est-ce que le marché s'y prête? Est-ce que tu as assez d'expérience pour apporter aux entreprises un avantage concurrentiel? Une fois dans l'équipe, quel est ton rôle? Il faut qu'elle prenne en compte tous ces paramètres-là avant de se projeter parce que tu peux te projeter sans avoir de projet. Et dans ce cas, tu risques la faillite. Et la faillite, ce n'est pas ce que l'on souhaite à quelqu'un quand on est en France avec le système des impositions, l'impôt sur la société, l'impôt sur le revenu que tu dois payer, les déclarations de TVA, la TVA que tu dois régler tout seul, les cotisations URSSAF, enfin, plus le comptable, tout cela, c'est des frais qui sont imputés directement à ton chiffre d'affaires. Ce qui fait que vous êtes obligé d'avoir des clients, sinon ça passe pas. Sinon, vaut mieux rester salarié. Très intéressant. Alors, rapidement, aujourd'hui, tu es dans le contexte sénégalais avec Mm. un projet éducatif toujours Mm. appliqué au monde en fait, de l'informatique. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? De quoi il s'agit? Très rapidement. Oui, très rapidement, Dara System, le logiciel s'appelle Dara System, c'est une plateforme. Alors, quand on parle de plateforme, ça veut dire que tu as des centaines d'établissements scolaires qui sont connectés à un système logiciel accessible depuis un serveur. Chacun travaille indépendamment de l'autre. Chacun a son espace qui lui est dédié. Et via cet espace, vous pouvez gérer votre établissement scolaire sur toutes ses dimensions, à savoir la partie comptabilité et la partie pédagogique. Donc, dans la partie pédagogique, tu as la digitalisation de tout ce qui est notation, de tout ce qui est production d'éditique, à savoir les bulletins, les carnets de notes, la gestion des absences, la gestion des parents d'élèves, des élèves, etc. Dans la partie comptabilité, vous avez la gestion digitale des finances. Et ces finances, ça va être les paiements des élèves, la comptabilité des matières, c'est-à-dire combien vous dépensez en craie, en stylo, le tableau, les tablements, toute cette infrastructure dont tu as besoin pour le bon fonctionnement de ton établissement scolaire, combien ça te coûte, quels sont les inputs et les outputs. Également, la gestion des salaires des professeurs qui sont imputés en fonction du nombre d'heures de cours dispensés par le prof au sein de l'établissement scolaire. Maintenant, cette plateforme est également accompagnée d'une application mobile qui va permettre aux élèves de pouvoir payer au niveau de la cantine, mais également aux gérants de l'école de pouvoir vérifier en scannant la carte de l'élève, la carte scolaire de l'élève, et de savoir si l'élève a effectivement régularisé sa facture mensuelle ou pas. Et cette année, on compte étendre dans le système dans le secteur de l'enseignement. Et nous comptons intégrer un module de EMT, c'est-à-dire la gestion intégrée de la documentation. C'est-à-dire que l'élève pourra suivre des cours depuis dans le système, avec le système mobile que l'on compte développer cette année. D'accord. Mais comment ça t'est venu l'idée? Comment en fait cette idée est venue de mettre en place aujourd'hui ce système d'information qui permet aux écoles et établissements du Sénégal de pouvoir mieux gérer tout ce qui tourne autour de l'administratif, quoi? L'idée est venue en 2012. En 2012, entre 2011 et 2012, j'ai travaillé chez Deloitte qui faisait de la web tracking pour ses clients. Okay. À l'époque, je venais de finir mes études. Je me suis dit qu'en fait, il nous faut une solution pour le Sénégal. Or, au Sénégal, à l'époque, le commerce en ligne n'était pas encore développé. Alors, j'ai vu que les écoles pouvaient être un potentiel parce que l'État dépense 40% du budget national à l'éducation, donc à l'enseignement. Ce qui fait que le Sénégal se retrouve avec un pléthore d'écoles qui s'ouvrent à tout va. Dans chaque quartier, tu as au moins 3 ou 4 écoles. Ce qui fait que les écoles constituent une opportunité. Et ayant sondé la possibilité de développer, de digitaliser le système éducatif et de proposer des solutions informatiques aux écoles, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait être rentable. Et c'est ainsi qu'on a eu l'idée de travailler avec le groupe SOS dans un premier temps. C'est eux qui nous ont permis de perfectionner le logiciel et d'en faire un logiciel qui est axé utilisateur. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi en fait le niveau de déploiement de ce logiciel au Sénégal? Est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements qui s'en ont approprié ou pas du tout? Enfin, comment ça se passe? Beaucoup est un jugement.
Mais on OK. va dire qu'on a eu pas mal de clients qui nous Ouais. permettent de gérer les budgets de fonctionnement de Dara System. Et au-delà de ça, nous travaillons également avec d'autres partenaires. Par exemple, le Monument de la Renaissance est un de nos clients. C'est nous qui lui avons proposé des solutions de digitalisation de sa billetterie. Nous travaillons également des salles de sport. Enfin, on n'est pas que sur de l'éducation, on s'étend également sur d'autres secteurs d'activité qui nous permettent de diversifier nos activités. Maintenant, concernant Dara System en tant que tel, il faut savoir aussi qu'on a des concurrents sur le marché. Ah, au Ces Sénégal, il y concurrents en ne a sont... qui font pareil, ouais, hein, qui proposent les ouais, mêmes systèmes. ouais. Non, non, pas le même système. Il y en a qui proposent des systèmes, pas le même. On a Anatole qui est proposé par des Européens, mais le problème avec ces logiciels européens, c'est qu'ils ne répondent pas aux Aux besoins. problématiques sénégalaises. OK. En Europe, à la fin du mois, tu paies ou tu ne payes pas. Au Sénégal, les paiements peuvent être différents selon que tu es à Touba ou à Dakar ou à Thiès. À Touba, par exemple, tu peux avoir une école dans laquelle l'élève fait 2 classes dans l'année. Ça, c'est pas gérable pour un logiciel européen. Par exemple, entre 2011 et 2012, tu vas faire la sixième et la cinquième. Ça existe au Sénégal. Mais ça, c'est des problématiques que les logiciels européens ne pourront pas prendre en compte. Au Sénégal, tu peux avoir des écoles qui font à la fois un enseignement religieux et un enseignement laïque. Et l'enseignement religieux est facturé, l'enseignement laïque est facturé, et ces deux factures vont s'entrecouper. Et les logiciels européens ne peuvent pas gérer ces problématiques-là. Ce qui fait que la plupart des gens qui les prennent finissent par les délaisser. Mais le grand concurrent, c'est l'État. L'État du Sénégal a mis en place un système qui malheureusement va concurrencer les logiciels développés ça et là par les entreprises privées. Mais est-ce que vous, enfin, Et c'est gratuit. ce logiciel, vous pouvez pas le... Ah ouais, en plus, ouais, c'est vrai. Est-ce que vous, ce logiciel, vous pouvez pas le proposer à l'État? C'est pas possible aujourd'hui dans votre système de Il, déploiement et de développement? il y a, il y a des démarches qui sont en train d'être faites. Nous avons rencontré le responsable informatique du ministère de l'Éducation nationale qui est à Diamniadio. Nous avons discuté et il nous a demandé de lui faire une proposition et on va attendre son retour. En fait, le problème, ce n'est pas le problème, c'est pas la concurrence, en fait. Le problème, c'est pas la concurrence, parce que le Sénégal n'a pas beaucoup d'entreprises de développement. Les Sénégalais développent très peu de logiciels. Les Sénégalais sont beaucoup plus experts en réseau et télécommunications qu'en édition de logiciels. D'ailleurs, si je vous demandais tout bête, est-ce que tu connais une entreprise d'informatique sénégalaise qui développe du logiciel et qui emploie plus de 100 personnes? Est-ce que tu le connais, toi? Non, c'est vrai que j'en connais pas. Moi, je connais plutôt des Atos qui se sont implantés au Sénégal, qui développent des Exact. systèmes d'informatique. Très bien. Atos, c'est une Elle est entreprise mondiale, étrangère. ouais, ouais. Étrangère. Mais une entreprise Effectivement, sénégalaise, j'en connais j'en pas. connais pas. C'est vrai. À l'époque, il y avait Chaka. Ensuite, il y avait le logiciel Guindé. Mais le logiciel Guindé est tellement vieux qu'il convient de le renouveler. Chacun était dans des difficultés financières qui font que voilà, il s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui à des solutions d'hébergement, à la vente d'espace sur Internet qu'à l'édition de logiciels proprement dit. Mais est-ce que Donc, vous, aujourd'hui, excuse-moi de te couper, Mhm. vous développez des systèmes d'information ainsi que des applications, par exemple, dans le contexte sénégalais? Oui, je viens de vous dire que le système d'information du Monument de la Renaissance qui permet de gérer tous les billets, les recettes qui sont encaissées au niveau du Monument de la Renaissance, les dépenses qui se font, les reporting, tout ce système d'information-là, c'est nous qui l'avons mis en place. Et aujourd'hui, si tu vas au Monument de la Renaissance, ben, c'est notre service qui te permet d'accéder à l'intérieur de cette enseigne. Également, pour les salles de sport, nous gérons l'un des plus grandes salles de sport du Sénégal, celui qui se trouve au centre commercial El Hadji Modou Fall. C'est l'un des plus grands Il y a centres. beaucoup de publicité, hein. Tu me payeras après la chaîne. Il y a beaucoup de publicité. C'est une salle qui a 1000 mètres carrés Parce que d'espace. c'est très intéressant. OK. 1000 mètres Ça carrés s'appelle d'espace. comment? Batora Fitness Club. OK, d'accord. Voilà, Batora Fitness Club. Mais quand Exactement. tu dis nous, c'est Touba votre société. OK, Touba Soft. Soft, OK, voilà. Touba Soft. OK, d'accord. Donc, qui est une entreprise d'édition des systèmes d'information, donc de logiciels informatiques, quoi. Voilà. Ouais, Même si dans un futur proche, cette année, on compte également rentrer dans le cadre de la confection de cartes et la production de blouses pour nos clients. C'est très intéressant qu'il y ait aujourd'hui des Sénégalais qui reviennent dans le contexte sénégalais, pardon de la répétition, et qui puissent développer en fait des stratégies pour booster en fait l'économie du numérique. Et c'est la troisième et dernière partie de notre entrevue, Fallou. Comment tu trouves en fait
j'ai envie de dire, la stratégie de numérique au Sénégal ou le système de digitalisation qui existe dans tous les domaines, hein, d'une façon générale. Comment est-ce que tu trouves ça aujourd'hui? Ou l'apport du numérique dans le développement du Sénégal? Si tu veux, le numérique est imposé par la marche du monde. Il n'y a aucun pays qui échappe, à moins que tu sois un pays qui a envie de disparaître. À ce jour, selon la Banque mondiale, tu as 15,5% du PIB mondial qui est généré par le numérique. Et ce chiffre va atteindre, ce taux va atteindre 25% dans 10 ans. Dans 10 ans, 25% de l'économie mondiale, c'est du numérique. Alors, quelle est la position du Sénégal? Quelle est la position de l'Afrique? Parce que c'est deux positions strictement liées. Le Sénégal n'est pas dans une situation de recul. Au contraire, le Sénégal avance. Mais comparé à nos homologues nigérians ou rwandais, la progression du Sénégal est relativement faible. Parce que si vous allez au Rwanda, par exemple, à ce jour, les Rwandais produisent des ordinateurs. Au Sénégal, on n'en fabrique pas. Pas du tout. Vous allez au Nigeria, ils proposent des solutions informatiques à l'armée. Ils développent des composants électroniques pour leur propre armée. Ils fabriquent des matériaux informatiques qui sont destinés à équiper des véhicules de leur armée au Nigeria. Hein. Vous allez au Maroc, 45% de la population marocaine est connectée à Internet. Vous venez au Sénégal, tu as le 39,5% de la population qui ont accès à Internet 4G. La 4G ne touche que 39% de la population. Or, la 4G, ça reste encore de l'Internet mobile, c'est-à-dire l'Internet qu'on va utiliser pour regarder YouTube ou pour discuter sur WhatsApp, etc. Mais ce n'est pas pour faire du commerce, ce n'est pas pour faire du business, développer et impulser du développement. Pourtant, il y a l'ARTP, l'Agence de régulation des télécommunications et des postes, qui dit qu'il y a près de 8 millions de Sénégalais qui sont connectés. Enfin, 80% de ces 8 millions utilisent la téléphonie mobile. Tu en penses quoi? Oui, si l'ARTP le dit, peut-être que c'est vrai. Mais la question n'est pas là. La téléphonie mobile, ce n'est pas ce qui fait rentrer de l'argent. Ce n'est pas ce qui fait développer le pays. L'Internet mobile, c'est l'Internet que tu utilises pour accéder c'est l'Internet qui s'applique à la téléphonie mobile. L'Internet qui s'applique à la téléphonie mobile, ça génère très peu de revenus à l'État, ça génère très peu de revenus au secteur privé qui veulent connaître un développement fulgurant. Et je m'explique. Le réseau Internet au Sénégal, qui couvre quasiment la moitié de la superficie nationale. D'ailleurs, j'ai entendu le ministre des Finances dire qu'ils vont demander à la Sonatel d'étendre le réseau sur tout le territoire national, moyennant des allégements fiscaux, etc. Ce qui serait une bonne idée. Mais le problème fondamental, c'est que l'énergie coûte cher au Sénégal. Et tant que l'énergie coûte cher, les infrastructures qui permettent de produire l'Internet vont coûter cher parce que ces infrastructures-là s'appuient sur l'énergie. Ensuite, le déploiement du réseau cause problème à cause de l'absence d'infrastructures développées par l'État. Ce sont les opérateurs eux-mêmes qui créent les infrastructures. Et ce qui cause problème parce que le coût de déploiement va être cher et par la suite, pour pouvoir être remboursés et amortir leur investissement, ils sont obligés de vendre de l'Internet cher. Vous savez très bien qu'au Sénégal, l'Internet coûte plus cher qu'en France, alors qu'en France, on a beaucoup plus de pouvoir d'achat qu'au Sénégal. Ensuite, il y a l'absence de formation. Enfin, il y a la formation, mais la formation qui est dispensée au Sénégal est de très loin inférieure à la moyenne mondiale. Est-ce que vous avez entendu parler d'une école sénégalaise où on apprend à fabriquer des écrans d'ordinateur? Est-ce que vous connaissez une école d'ingénierie dans laquelle on nous apprend, par exemple, à créer des puces, enfin des composants électroniques, mais basiques? Et ces composants électroniques, nous l'importons de la Chine. Les Chinois ne sont pas plus doués que nous, c'est une question de formation. Si on enseignait aux Sénégalais dans des écoles de formation, techniciens, comment fabriquer des écrans d'ordinateur, comment fabriquer des écrans de téléphone portable. Mais avec ces petits gadgets-là, on peut attirer des investisseurs qui vont venir fabriquer ces produits, ces composants chez nous. L'État pourrait subventionner ou soutenir des jeunes entrepreneurs pour qu'ils développent ces activités et qu'ils les exportent, qu'ils les vendent d'abord pour couvrir le besoin national, mais également qu'ils puissent les exporter. Et ensuite,
ouvrir des écoles d'ingénierie qui vont permettre aux étudiants qui veulent se lancer dans le développement des logiciels et les exporter, comme ce qui se passe en Israël ou ce qui se passe en Corée du Sud ou au Vietnam, qui sont devenus des véritables ténors du développement de logiciels et qui sont devenus également de grands exportateurs de produits numériques. Mais s'ils ont pu réussir cela, c'est parce qu'ils ont pu former des ingénieurs de qualité. Et sans ingénieurs de qualité, je ne vois pas comment on peut développer l'économie numérique. Sauf que l'État sénégalais a pris beaucoup d'engagements qui, s'ils sont réalisés tels qu'ils sont stipulés dans les documents, ça peut créer un élan de développement dans le secteur numérique et apporter beaucoup de devises à l'État du Sénégal. Oui, et je rappelle que parmi ces documents ou parmi ces stratégies que tu viens d'énumérer concernant l'État du Sénégal, il y a la stratégie Sénégal numérique 2016-2025, dont l'objectif est de généraliser le numérique pour tous les usages portés par un secteur privé innovant. Donc d'ici 2025, l'idée c'est de généraliser le numérique un peu partout au Sénégal. Est-ce que tu crois à cette stratégie ou pas? En fait, il y a un grand déphasage. Et je rappelle dont le coût de production est de 1360 milliards de francs CFA. Oui, en fait, ils sont allés à Kigali, donc au Rwanda, et ils ont mis en place ce que l'on appelle l'Alliance Smart Africa. Maintenant, l'Alliance Smart Africa, au Sénégal, a donné naissance au Smart Sénégal. Maintenant, le Smart Sénégal, qui rentre dans le cadre d'ailleurs des projets de l'État, vise à répandre l'utilisation du numérique dans tous les secteurs d'activité, à savoir la santé, l'administration civile, l'administration militaire, l'économie. Il prévoit de déployer dans les 45 départements du Sénégal des points que l'on appelle Sénégal Services. Ces points vont permettre aux Sénégalais de pouvoir prendre rendez-vous, par exemple, au sein de l'administration ou faire des démarches administratives ou chercher des informations sur Internet, mais via ces points. Mais le problème est que ces genres de projets ne peuvent pas marcher comme il faut si l'on ne met pas à contribution le secteur privé. Je vous donne un exemple. Tous les Sénégalais sont conscients du fait que l'administration publique est une catastrophe en matière de gestion. Si tu as besoin d'un extrait d'essence, il te faut 1 ou 2 jours. Alors, si l'on crée à nouveau des points Sénégal Services et que ces points sont à nouveau générés par l'administration, mais c'est l'administration qui est numérisée, c'est tout. C'est-à-dire que c'est l'administration papier que l'on transforme et qui devient l'administration numérique. Mais cette administration numérique, c'est encore géré par des fonctionnaires. Mais qu'est-ce qui nous dit que ces fonctionnaires ne seront pas choisis sous des critères vaguement subjectifs? Par exemple, si vous faites partie de mon parti politique, ben il n'y a pas de problème, vous aurez votre place ici. Si vous votez pour moi, il n'y a pas de problème, vous serez recruté. Alors, on va se retrouver avec des gens incompétents, avec du matériel qui n'est pas bon, avec des gens qui n'ont pas la compétence requise pour pouvoir gérer ces genres de structures, et la population derrière qui non seulement a payé cher ces services, mais ne pourront pas s'en servir de façon adéquate. Ce qui me permet de dire que si l'on veut que ce projet réussisse, il faut faire appel au secteur privé. L'État donne des licences et ce sont les secteurs privés qui vont aller ouvrir ces points et vont gérer l'exploitation. À chaque année, l'État évalue le secteur privé. Tous ceux qui ont réussi le test d'évaluation se verront recevoir un renouvellement de licence. Ceux qui n'auront pas réussi, pour diverses raisons, parce que les clients, les Sénégalais ne sont pas satisfaits des services, mais on vous retire votre agrément, on en donne un autre. Moi, c'est ainsi que je vois les choses. Quel est le constat que tu fais du taux de pénétration du numérique, de son utilisation dans le quotidien des Sénégalais? Comment est-ce que comparé au contexte français, tu as été en France, aujourd'hui tu es au Sénégal, c'est quoi le constat que tu fais en termes de diagnostic en l'état actuel des choses aujourd'hui? Alors, le taux de pénétration, déjà pour l'ADSL, la connexion fixe, la connexion fibre qu'utilisent les banques, qu'utilisent les entreprises. Selon l'organisation, l'Observatoire Osiris, au Sénégal, cela représente 1,8%. C'est très peu. C'est-à-dire qu'il n'y a que 195 457 abonnés pour l'ADSL au Sénégal. C'est très peu. Alors, l'ADSL, c'est la base. C'est-à-dire que la connexion au débit, c'est ce qui te permet de pouvoir faire fonctionner ton entreprise, d'avoir des réunions avec des pays qui sont à l'étranger.
de pouvoir faire fonctionner une banque, une administration, une industrie, etc. Pour l'Internet Clearbox, on parle de à peu près 456 129 clés abonnés, ce que je juge être très peu. J'ai également eu des chiffres qui restent à vérifier, que le taux de pénétration Internet en Afrique, d'une manière générale, tourne autour de 18%. En Afrique subsaharienne, hein, dans le Maghreb, c'est 45%. Au Sénégal, on parle de 28%. Mais ces taux sont très peu par rapport au reste du monde, à la moyenne mondiale. Si vous allez dans les pays européens, on avoisine les 90%. Google venait de déployer cette année, entre la France et les États-Unis, un câble sous-marin haut débit sur une distance de 6500 km. C'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent, beaucoup d'argent dans le secteur du numérique pour pouvoir permettre aux entreprises françaises et américaines de pouvoir être beaucoup plus proches dans les échanges, que ce soit des informations d'ordre télécommunicationnel, que ce soit des informations qui rentrent dans le secteur de renseignement, mais également la vente de données. Le gouvernement du Sénégal venait d'inaugurer un data center. Mais les data centers, on en a besoin. Le Sénégal a besoin de beaucoup de data centers parce que la plupart des entreprises sénégalaises qui sont sur le territoire national ont des serveurs qui sont aux États-Unis. C'est-à-dire que pour héberger une application, tu achètes des serveurs aux États-Unis. Mais cet argent que tu exportes vers les États-Unis, si le Sénégal avait, via la plateforme de Diamniadio, mis en place la fibre optique, avait déployé des DSLAM, hein, les DSLAM, ce qui te permet d'avoir un débit constant. Également, ouvert des data centers mais bien équipés avec de l'énergie continue, hein, il ne faut pas qu'il y ait des coupures d'électricité. La plupart de ces pays de la sous-région, qui le plus souvent sont instables politiquement, mais vont acheter des serveurs au niveau du Sénégal au lieu d'aller les acheter aux États-Unis, parce qu'au Sénégal, ça va coûter moins cher. Ensuite, le Sénégal est un pays qui est stable sur le plan politique. Si on a assez d'énergie, ça vient couronner le tout. Maintenant, avec l'expertise que les Sénégalais de la diaspora ont, et les Sénégalais également qui sont dans le pays, plus ou moins, ceux qui sont dans les grandes écoles d'ingénieurs comme l'ESP, l'effet conjugué de tout cela pourrait permettre à l'État du Sénégal de gagner de l'argent, donc des devises, avec le numérique. J'aurais très bien voulu qu'on développe, qu'on continue encore, mais je pense que malheureusement, le temps nous rattrape. Ben, quel est ton dernier mot, Fallou? En tout cas, merci, je suis très, très content et très ravi de cette discussion et j'ai beaucoup appris aussi. Ben, c'est tout le plaisir. Et pour moi, en fait, mon dernier mot, c'est que si l'on veut développer le secteur du numérique, il faut que l'on sorte de cette vieille posture politico-politicienne et qu'on prenne le secteur du numérique au sérieux et qu'on y mette l'énergie et le budget qu'il faut afin de permettre aux Sénégalais de pouvoir construire le développement de ce pays, mais sur la base de ce numérique. Les Chinois l'ont fait, les Sud-Coréens l'ont fait, les Taïwanais l'ont fait. Aujourd'hui, dans la guerre qui oppose, cette situation conflictuelle qui oppose la Chine et la Corée, je vais finir sur ça. La crainte majeure de la population, des entreprises européennes, c'est que si jamais la Chine attaque la Corée du Sud, attaque le Taïwan, mais l'industrie numérique mondiale risque de connaître une récession catastrophique. Pourquoi? Parce que la plupart des composants électroniques sont fabriqués là-bas. Ce qui fait que la Taïwan sera, quoi qu'il en soit, défendu contre la Chine. Vous voyez, l'expertise numérique, ça confère également du pouvoir politique. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Ben, c'est moi. Je vous donne rendez-vous au prochain contenu sur Sunugal ci Kanam. N'hésitez pas à partager cette vidéo de Fallou afin que la volonté de démocratisation du savoir que nous voulons instaurer sur Sunugal ci Kanam puisse être répandue un peu partout au Sénégal, un peu partout en Afrique et un peu partout dans le monde. Merci beaucoup Fallou et à très bientôt.